Bonsoir, je vais vous faire la lecture de L'homme qui rit de Victor Hugo, enfin, les 10 premières pages. Première partie. La mer et la nuit. Deux chapitres préliminaires. Ursus. Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leur rumeur s'était convenue, c'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'orviétan. Ce loup docile et gracieusement subalterne était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, des places publiques d'Aberystwyth aux places publiques de Édimbourg, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, il passait à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante qu'Homo, suffisamment civilisé, traitait le jour et gardait la nuit. Dans la route difficile, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils campaient à l'aventure, dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie d'un entrecroisement de routes, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mails publics, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'église. Quand la carriole s'arrêtait dans quelque champ de foire, quand les commères accouraient béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme, ou s'était dressé tout seul à diverses gentillesses de loup qui contribuaient à la recette. Surtout, ne dégénère pas en homme, lui disait son ami. Le loup ne mordait jamais. L'homme, quelquefois, du moins, mordre était la prétention d'Ursus. Ursus était un misanthrope. Et pour souligner sa misanthropie, il s'était fait battleur. Pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions, de plus, ce battleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est un peu Ursus était ventriloque.
voyait parler sans que sa bouche remuât. Il copiait, à s'y méprendre, l'accent et la prononciation du premier venu. Il imitait les voix à croire entendre les personnes. À lui tout seul, il faisait le murmure d'une foule, ce qui lui donnait droit au titre d'Angastrimphe. D'Angastrimphe. Il le prenait, il reproduisait toutes sortes de cris d'oiseaux, la grive, le grasset, l'alouette, Pépi, qu'on nomme aussi la béguinette, le merle à plastron blanc, tous voyageurs comme lui, de façon que par instant il vous laissait entendre à son gré ou à une place publique couverte de rumeurs humaines ou une prairie pleine de voix bestiales, tantôt orageux comme une multitude, tantôt puéril et serein comme l'aube. Du reste, ces talents-là, quoique rares, existent au siècle dernier, un nommé Touzel qui imitait les cohus mêlés d'hommes et d'animaux et qui copiait tous les cris de bêtes était attaché à la personne de Buffon en qualité de ménagerie. Ursus était sagace, invraisemblablement curieux et enclin aux explications singulières que nous appelons fables. Il avait l'air d'y croire. Cette effronterie faisait partie de sa malice. Il regardait dans la main des quidanes, ouvrait des livres au hasard et concluait, prédisait les sorts, enseignait qu'il est dangereux de rencontrer un jugement noir et plus dangereux encore de s'entendre au moment où l'on part pour un voyage appelé par quelqu'un qui ne sait pas où vous allez. Et il s'intitulait Marchand de superstition. Il disait, il y a entre l'archevêque de Canterbury et moi une différence. Moi, j'avoue. Si bien que l'archevêque, justement indigné, le fit un jour venir, mais Ursus adroit, désarma sa grâce en lui récitant un sermon de lui. Ursus, sur le saint jour de Christmas, que l'archevêque charmé apprit par cœur, débita en chair et publia et publia comme de lui archevêque, moyennant quoi il pardonna. Ursus, médecin, guérissait parce que, ou quoique, il pratiquait les aromates. Il était versé dans les simples points. Il tirait parti de la profonde puissance qui est dans un tas de plantes dédaignées, la coudre moissine, la bourdaine blanche, le hardeau, la mancienne, la bourgue-épine, la viande, le nerf-prune, le nerf-prin. Il traitait la fistie par la rosolis. Il usait à propos de feuilles du thym timal qui, arrachés par le bas, sont un purgatif et arrachés par le haut sont un vomitif. Il vous ôtait un mal de gorge au moyen de l'excroissance végétale dite oreille de juif. Il savait quel est le jonc qui guérit le bœuf et quelle est la menthe qui guérit le cheval. Il était au fait des bontés de l'herbe mandragore qui, personne ne l'ignore, est homme et femme. Il avait des recettes, il guérissait les brûlures avec de la laine de salamandre, de laquelle Néron, au dire de Pline, avait
une serviette. Ursus possédait une couronne et un matra. Il faisait de la transmutation, vendait des panacées. On connaît de lui qu'il avait été jadis un peu enfermé à Bedlam. On lui avait fait l'honneur de le prendre pour un insensé, mais on l'avait relâché, s'apercevant qu'il n'était qu'un poète. Cette histoire était probablement pas vraie, mais pas vraie. Nous avons tous de ces légendes que nous subissons. La réalité est qu'Ursus était Savantas, un homme de goût et vieux poète latin. Il était donc sous les deux espèces. Il hippocratisait et pindarisait. Il eût couru en Phébus avec Rapin et Vida. Il eût composé d'une façon non moins triomphante que le père Bouhours des tragédies jésuites. Il résultait de sa familiarité avec les vénérables rythmes et maîtres des anciens qu'il avait des images à lui et toute une famille de métaphores classiques. Il disait d'une mère précédée de ses deux filles, c'était un dactyle d'un père suivi de ses deux fils. C'est un apeste et d'un petit enfant marchant entre son grand-père et sa grand-mère. C'est un amphimacre. Tout de science ne pouvait aboutir qu'à la famine. L'école de Salerne dit manger un peu et souvent. Ursus mangeait peu et rarement, obéissant ainsi à une moitié du précepte et désobéissant à l'autre. Mais c'était la faute du public qui n'affluait pas toujours et n'achetait pas fréquemment. Ursus disait « L'expectoration d'une sentence soulage. Le loup est consolé par le hurlement, le mouton par la laine, la forêt par la fauvette, la femme par l'amour et le philosophe par l'épiphénomène. » Ursus, au besoin, fabriquait des comédies qu'il jouait à peu près. Cela aide à vendre les drogues. Il avait, entre autres œuvres, composé une bergérade héroïque en l'honneur du chevalier Hugh Middleton qui en 1608 apporta à Londres une rivière. Cette rivière était tranquille dans le comté de Hertford, à 60 milles de Londres. Le chevalier Middleton vint et la prit. Il amena une brigade de 600 hommes armés de pelles et de pioches, se mit à remuer la terre, la creusant ici, l'élevant là, parfois 20 pieds haut, parfois 30 pieds profond. Fit des aqueducs de bois en l'air, et ça et là 800 ponts de pierre de briques de madrière, et un beau matin la rivière entra dans Londres, qui manquait d'eau. Ursus transforma tous ces détails vulgaires en une belle bucolique entre le fleuve tamisé et la rivière serpentine. Le fleuve invitait la rivière à venir chez lui et lui offrait son lit et lui disait « Je suis trop vieux pour plaire aux femmes, mais je suis assez riche pour les payer. » Tout ingénieux et galant pour exprimer que Sir Middleton aurait fait tous les travaux à ses frais. Ursus était remarquable dans le soliloque, d'une complexion farouche et bavarde, ayant le désir de ne voir personne et le besoin de parler à quelqu'un. Il se tirait d'affaire en se parlant à lui-même. Quiconque a vécu solitaire sait à quel point
Le monologue est dans la nature. La parole intérieure démange. Haranguer l'espace est un exutoire. Parler tout haut et tout seul, cela fait l'effet d'un dialogue avec le Dieu qu'on a en soi. C'était, on ne l'ignore point, l'habitude de Socrate. Il se pérorait, lutter aussi. Ursus tenait de ces grands hommes, il avait cette faculté hermaphrodite d'être son propre auditoire. Il s'interrogeait et se répondait, il se glorifiait et s'insultait. On l'entendait de la rue monologuer dans sa cahute. Les passants qui ont leur manière à eux d'apprécier les gens d'esprit disaient « c'est un idiot ». Ils s'injuriaient parfois. Nous venons de le dire, mais il y avait aussi des heures où il se rendait justice. Un jour, dans une de ses allocutions qu'il s'adressait à lui-même, on l'entendit s'écrier « J'ai étudié le végétal dans tous ses mystères, dans la tige, dans le bourgeon, dans le sépale, dans le pétale, dans l'étamine, dans la carpelle, dans l'ovule, dans la thèque, dans la sporange et dans l'apotétion. J'ai approfondi la chromatie, l'ostosie et la chymosie, c'est-à-dire la formation de la couleur, de l'odeur et de la saveur. Il y avait sans doute dans un certificat qu'Ursus délivrait à Ursus quelque fatuité, mais que ceux qui n'ont point approfondi la chromatie, l'osmosie et la chymosie lui jettent la première pierre. Heureusement, Ursus n'était jamais allé dans le Pays-Bas. On lui eût certainement voulu poser pour savoir s'il avait le poids normal au-delà ou en deçà duquel un homme est sorcier. Ce poids Hollande étant sagement fixé par la loi, rien n'était plus simple et plus ingénieux. C'était une vérification, on vous mettait dans un plateau et l'évidence éclatait. Si vous rompiez l'équilibre trop lourd, vous étiez pendu, trop léger, vous étiez brûlé. On peut voir encore aujourd'hui à Ouderwater la balance à peser les sorciers. Mais elle ne sert maintenant qu'à peser les fromages, tant la religion a dégénéré. Ursus eut certainement maille à partir avec cette balance. Dans ses voyages, il s'abstint de la Hollande et fit bien. Du reste, nous croyons qu'il ne sortait point de la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en fût, étant très pauvre et très âpre, et ayant fait dans un bois la connaissance qu'au le goût de la vie errante lui était venu. Il avait pris ce loup en commandite et il s'était allé avec lui par les chemins vivants, à l'air libre de la grande vie du hasard. Il avait beaucoup d'industrie et d'arrière-pensée et un grand art en toutes choses pour guérir, opérer, tirer les gens de maladies et accomplir des particularités surprenantes. Il était considéré comme un bon saltimbanque et un bon médecin. Il passait, on le comprend pour magicien, un peu, pas trop, quand il était malsain à cette époque d'être cru ainsi du diable. À vrai dire, Ursus, par passion de pharmacie et amour des plantes, s'exposait, vu qu'il allait souvent cueillir des herbes dans les fourrés bourrus, où sont les salades de Lucifer et où l'on risque
comme l'a constaté le Conseil de l'Ancre, de rencontrer dans la brouée du soir un homme qui sort de terre, borgne de l'œil droit, sans manteau, l'épée au côté, pieds nus et déchaux. Ursus, du reste, quoique d'allure et de tempérament bizarre, était trop galant homme pour attirer ou chasser la grêle, faire paraître des faces, tuer un homme du tourment de trop danser, suggérer des songes clairs ou tristes et pleins d'effroi, et faire naître des coqs à 4 ailes. Il n'avait pas de méchanceté. Là, il était incapable de certaines abominations, comme par exemple de parler allemand, hébreu ou grec, sans l'avoir appris, ce qui est le signe d'une scélératesse exécrable, ou d'une maladie naturelle procédant de quelques humeurs mélancoliques. Si Ursus parlait latin, c'est qu'il le savait. Il ne serait point permis de parler syriaque, attendu qu'il ne le savait pas. En outre, il est avéré que les Syriaques est la langue des sabbats. En médecine, il préférait correctement Galien à Cardan. Cardan, tout en savant homme qu'il est, n'étant qu'un ver de terre au respect de Galien. En somme, Ursus n'était point un personnage inquiété par la police. Sa cahute était assez longue et assez large pour qu'il pût s'y coucher sur un coffre où étaient ses hardes, peu somptueuses. Il était propriétaire d'une lanterne, de plusieurs perruques et de quelques ustensiles accrochés à des clous, parmi lesquels des instruments de musique. Il possédait en outre une peau d'ours dont il couvrait les jours de grande performance, Il appelait cela se mettre en costume. Il disait: j'ai 2 peaux, voici la vraie, et il montrait la peau d'ours. La cahute à roue était à lui et au loup. Outre sa cahute, sa cornue et son loup, il avait une flûte et une viole de gambe, et il jouait agréablement. Il fabriquait lui-même ses élixirs, il tirait de ses talents de quoi souper quelquefois. Il y avait au plafond de sa cahute un trou par où passait le tuyau d'une poêle de fonte contiguë à son coffre, assez pour roussir le bois. Ce poêle avait 2 compartiments. Ursus, dans l'un, faisait cuire de l'alchimie et dans l'autre des pommes de terre. La nuit, le loup dormait sous la cahute, amicalement enchaîné. Homo avait le poil noir et Ursus le poil gris. Ursus avait 50 ans à moins qu'il n'en eût 60. Son acceptation de la destinée humaine était telle qu'il mangeait, ou vient de le voir, des pommes de terre, immondices dont on nourrissait les pourceaux et les forçats. Il mangeait cela indigné et résigné. Il n'était pas grand, il était long, il était ployé et mélancolique. La taille courbée du vieillard, c'est le tassement de la vie. La nature l'avait fait pour être triste. Il était difficile de sourire et il lui avait toujours été impossible de pleurer. Il manquait cette consolation des lanternes et ce palliatif, la joie. Un vieil homme est une ruine pensante. Ursus, un vieux homme est une ruine pensante. Ursus était cette ruine-là.
une loquacité de charlatan, une maigreur de prophète, une irascibilité de mince chargé, tel était Ursus. Dans sa jeunesse, il avait été philosophe chez un lord. Cela se passait il y a 180 ans, du temps où les hommes étaient un peu plus des loups qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pas beaucoup plus. Voilà. Pour ce soir, je m'arrête là. 2 chapitres préliminaires. Et à la prochaine lecture, je vous lirai ça. Voilà. C'était Van Geek. La lecture de Hugo Lomkieri. Voilà la première partie. Je vous laisse. Bonne soirée à tout le monde. Et bonne lecture si vous lisez de votre côté.